Bonsoir à tous et bonsoir Julien Marchal. Donc Bonsoir. on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors, tu es polytechnicien, promotion 2003, et tu es ancien conseiller présidentiel de François Hollande et conseiller ministériel d'Emmanuel Macron. Et tu viens de publier un livre de réflexion politique et scientifique intitulé « Pour un nouveau contrat social ». Alors, j'avais envoyé aux membres d'X-Sursaut voilà, des liens vers le synopsis, des mesures concrètes du livre, mais tu vas nous en parler. Et notamment, tu vas nous décrire, entre autres, 5 grands défis nouveaux du XXIe siècle et les mesures concrètes que tu proposes pour y faire face. Voilà, c'est à toi pour 15 à 20 minutes de propos introductifs avant qu'on prenne quelques questions voilà, des participants. C'est à toi, Julien. Merci beaucoup Laurent et merci de me donner l'opportunité de présenter mon livre auprès d'X-Sursaut. Son origine, c'est vraiment la volonté que j'avais à l'approche de la quarantaine de mettre sur papier toutes les réflexions que j'ai pu accumuler à la fois côté public, comme conseiller ministériel et présidentiel notamment, mais aussi côté privé depuis 5 ans dans le secteur de l'énergie. Voilà. Le constat de base, je pense qu'on le fait, que beaucoup d'entre nous font, c'est que malgré la progression quand même relativement constante de notre confort matériel, on a des écrans plats, on a des voitures de plus en plus grandes, on a des logements qui sont quand même de plus en plus spacieux. Il y a un mécontentement social en France et plus largement dans toutes les sociétés occidentales qui augmente. Avec des partis extrêmes qui, comme vous le savez, font des scores de plus en plus élevés. Donc voilà, je me suis interrogé sur quelle était la cause aujourd'hui de ce décalage, et j'en suis arrivé à plusieurs conclusions voilà, que j'ai exposées dans mon livre. Vraiment, l'idée force du livre, c'est de se dire qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les aspirations que nous avons collectivement pour la société et la réalité quotidienne, ce qui renvoie en fait à la notion de contrat social. Notre contrat social aujourd'hui n'est plus adapté aux enjeux du quotidien et de ce 21e siècle. Et à partir de là, donc dans mon livre, j'ai cherché à me poser un peu de manière analytique, parce qu'on est tous des scientifiques sortant de l'école polytechnique, sur mais quels sont ces grands défis du 21e siècle qui sont nouveaux et qui font que le contrat social, qui est quand même encore, de mon point de vue, celui des années 80-90, donc très libéral, très ouvert en termes commerciaux, par exemple, n'est plus adapté à ces enjeux du 21e siècle. Et puis j'en suis arrivé, avant d'exposer sur ces 5 grands défis, plus un défi d'organisation, j'en suis arrivé au fur et à mesure de mes réflexions à me dire que finalement, fondamentalement, il faut qu'on change de valeurs qui fondent notre vivre ensemble. La deuxième moitié du 21e siècle a été, pour tel que je l'appréhende, une période où les valeurs fondamentales, ça a été de plus en plus l'individualisme, l'hédonisme, et le consumérisme. Et dans une forme de compétition de chacun contre tous, ce qui a produit énormément de richesses. C'était la période des Trente Glorieuses, et puis après, la période des années 80 a quand même été relativement créatrice de richesses. Mais ça s'est fait, voilà, ça s'est essoufflé, et surtout, ça n'est plus en phase aujourd'hui avec certains des défis du 21e siècle. Et je pense qu'il faut vraiment, voilà, j'en suis arrivé à la conclusion notre contrat social du 21e siècle, il va falloir le refonder sur d'autres valeurs. Et c'est des valeurs voilà, que moi j'ai définies comme étant la résilience à toute une série de chocs externes ou internes qui vont caractériser ce 21e siècle. Et la deuxième valeur, c'est la cohésion. Parce qu'une grande partie des défis du 21e siècle sont des défis globaux, comme je vais l'exposer, et qu'on ne peut les traiter qu'en faisant appel à un effort collectif, et pas en faisant primer l'individu sur le collectif. Alors, c'était des changements de valeurs qui sont très structurants. Et pour donner quelques exemples, voilà, pour donner un sens tangible, aujourd'hui, dans le contrat social du XXe siècle, très hédoniste et très basé sur la compétition, on a quand même tendance, par exemple, à glorifier énormément les start-upers à succès. Alors, on connaît tous Elon Musk, on connaît tous Jeff Bezos, mais de manière globale, la French Tech, ça valorise le succès individuel de start-upers.
Et pas, alors que derrière chaque Elon Musk, où il y a quand même il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui travaillent, mais on en parle peu dans notre société. L'important, c'est la réussite de cet homme, hein, pas la réussite finalement des centaines de milliers de personnes sans qui il n'aurait jamais réussi. Un autre exemple sur l'aspect de valeur, comment elle s'incarne dans le contrat social du XXe siècle et qu'il faut changer, c'est qu'aujourd'hui, enfin vous le savez tous, on a eu une certaine partie des Français qui a refusé la vaccination contre la Covid-19 parce qu'ils estimaient que leur liberté individuelle primait sur le bénéfice collectif de la vaccination. C'est pas nouveau, mais c'est quand même très fort en ce moment. Il y a un troisième point, puis après je passerai sur les défis. Aujourd'hui, dans les sondages, alors je n'y voyais aucune forme de stigmatisation, mais c'est la réalité des sondages. Il y a environ 50% des personnes de confession musulmane qui, en cas de conflit entre la loi de la République et un précepte religieux, disent s'il y avait conflit, je privilégierais pas la loi de la République, mais je privilégierais l'application du précepte religieux. Donc, ils ont une conception de la laïcité où finalement leur conviction personnelle prime sur la loi collective de la République. Ouais. Aujourd'hui, notre contrat social du XXIe siècle, il est comme ça. Il fait la part à l'individualisme et à la compétition. Et c'est ça qu'il va falloir changer si on veut adresser les 5 défis dont je vais parler. C'est un changement extrêmement fort. Heureusement, on a des atouts pour bâtir, sur lesquels s'appuyer. Et la deuxième grande conclusion de mon livre, c'est que pour pouvoir changer ce contrat social, il faut créer un modèle de société qui fait envie. Il faut définir ce qu'est notre objectif commun à horizon 30 ans, 50 ans. Voilà, pour créer une vision commune de vers où on veut aller en tant que Français et en tant qu'Européens. Et dans mon livre, j'en suis arrivé à la conclusion que il faut qu'on redéfinisse collectivement ce qu'est la prospérité d'une nation. La prospérité d'une nation, je pense qu'on l'a un peu oublié, mais c'était quelque chose qui était très développé dans les gens qui ont écrit sur le contrat social au fil des siècles. C'est finalement ces différents patrimoines. Il y a le patrimoine humain, il y a le patrimoine économique, il y a le patrimoine institutionnel, il y a un patrimoine naturel, il y a un patrimoine diplomatique, et il y a aussi un patrimoine culturel. Ça n'est pas que le patrimoine économique et quel est le PIB que la France produit tous les ans et quel est le taux de chômage des Français. Cette vision-là, qui était une vision très productiviste du siècle dernier, il faut la changer pour aller vers un modèle où on considère comment maximiser l'ensemble des patrimoines de la nation. Et aujourd'hui, quand les jeunes manifestent pour le climat et pour leur avenir, clairement, ils manifestent pour le patrimoine, la préservation du patrimoine naturel. Et pour certains, ils sont prêts à sacrifier une partie de leur confort économique pour préserver ce patrimoine naturel. Quand on voit les scores PISA sur l'éducation qui baissent avec un taux d'élèves qui savent lire et compter qui baisse à la fin du CM2, par exemple, ça veut dire que notre patrimoine humain, il est en baisse. Et donc voilà, la richesse d'une nation, ça se mesure à l'ensemble, aux bornes de l'ensemble de ce patrimoine, et pas uniquement comme les médias le relayent, il y a beaucoup d'hommes politiques le relayent, aux bornes de quel est le PIB et la prévision de croissance de la France et de l'Europe dans les 6 prochains mois. Alors, si on refonde cette vision positive basée sur ce qu'est la prospérité d'une nation, on va pouvoir adresser les 5 grands défis du XXIe siècle. Alors, je vais aller rapide parce que je vois que le temps passe vite. Le premier défi sur lequel je ne vais pas m'apesantir, même si c'est celui que je connais le mieux, c'est que l'humanité se confronte aux limites du monde. C'est la première fois à l'échelle planétaire que l'humanité se confronte finalement à la finitude de la Terre, qui est finalement assez petite par rapport à l'exploitation qu'on en fait. Alors, vous savez tous le problème du réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, le problème des conflits d'usage sur l'artificialisation des sols. Tout ça, c'est la manifestation finalement d'un même défi qui est comment vivre à 10 ou 12 milliards d'êtres humains dans une planète qui est assez petite.
Je pense qu'on ne peut pas s'exonérer pour traiter ce défi de poser la question de la natalité, par exemple, au niveau international, et qu'il faut le traiter via l'angle de l'éducation des femmes, puisque le taux de natalité est très corrélé au taux d'éducation des femmes. Et je pense que le modèle, comme beaucoup, que le modèle de consommation va devoir profondément évoluer, et que quand on se fixe l'objectif de neutralité carbone, par exemple, en 2050, je pense qu'on ne réalise pas du tout, peut-être ni moi, ni je pense vous, l'ampleur du défi que ça représente. Aujourd'hui, on sait tous qu'on a un modèle de consommation où on consomme 2 à 3 fois trop par rapport aux ressources que la Terre produit. Arriver à réduire et à diviser par 2 ou 3 finalement notre impact, dans une population qui croît, c'est un challenge qui est très très fort, qui à mon avis se traite par des régulations de la publicité, voilà, toute une série par un affichage environnemental systématique, par sans doute des interdictions de certains comportements. La taxe carbone a très clairement montré que l'approche fiscale est un peu limitée, mais on ne s'exonérera pas, à mon avis, de mesures très structurelles. Et on ne peut les faire passer que si on a créé une envie d'aller vers quelque chose de meilleur. Tant qu'on est dans une approche où les gens perçoivent la mesure comme quelque chose qui restreint leur liberté sans permettre d'aller vers un monde meilleur, je pense qu'on ne s'en sortira pas sur ce défi-là. Voilà, après, je pense qu'il y aura plein de temps pour les questions, donc j'y passe pas trop de temps. Le deuxième grand défi sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, c'est qu'on ne peut pas, à mon sens, s'exonérer de reposer la question du commerce international et du rééquilibrage de ce que moi j'appelle un triptyque entre le consommateur, le travailleur et le citoyen que nous sommes tous. On est tous travailleurs, citoyens et consommateurs. Et je pense que la société du XXe siècle a beaucoup privilégié le consommateur en permettant la délocalisation dans des produits qui fabriquent à bas coût. Ça permet de consommer plus, mais que ça s'est fait au détriment du travailleur, puisqu'il y a eu tout le sujet de désindustrialisation et de baisse des normes environnementales et de dumping fiscal aujourd'hui. Et ça s'est fait aussi au détriment du citoyen, à la fois parce qu'il n'est plus maître finalement des normes qu'il peut imposer à ses entreprises, parce que s'il impose des normes trop dures, elles vont se délocaliser, mais aussi parce qu'il n'est même plus, il devient dépendant, on est devenu dépendant industriellement d'une puissance totalitaire, la Chine, et que ça, d'un point de vue démocratique, ça impacte le citoyen que nous sommes. Aujourd'hui, sur une série de sujets, vous l'avez pu le voir comme moi, dès que la France ou l'Union européenne élève la voix pour dire ce qui se passe au Tibet, ce qui se passe chez les Ouïghours, Taïwan, etc., il y a immédiatement des rétorsions industrielles et en général, on arrête assez vite d'en parler. C'est de manière similaire, nous sommes dépendants des pays du Moyen-Orient pour notre approvisionnement en énergie. Et donc, il y a certains sujets sur le droit des femmes, par exemple, sur lesquels aujourd'hui, en tant que société occidentale, on ne peut plus peser au niveau mondial parce que sinon, il y a toujours un risque d'escalade et que ces pays-là coupent le robinet de pétrole et de gaz et en quelques semaines, on est en grande précarité sur nos territoires. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est né de mes années de cabinet avec tous les plans sociaux, les restructurations, les stratégies de filière que la Chine organise très bien pour piller nos savoir-faire industriels et capter finalement une partie de notre savoir-faire industriel. On ne peut pas s'exonérer aujourd'hui, je pense, d'affronter ce défi, qui est très dur, puisque ça veut dire remettre des barrières commerciales. Ça veut dire, selon des critères sociaux et environnementaux, donc ça veut dire une guerre commerciale qui peut être assez dure, et ça veut dire que nous, en tant que consommateurs, on va sans doute souffrir pendant cette guerre. Ce qu'en général, les gouvernements n'osent pas faire, parce qu'un consommateur mécontent qui voit le prix se renchérir de ce qu'il achète, ces facteurs, voilà, c'est difficile à faire passer. Une manière d'affronter ce défi, c'est aussi que l'Europe trouve plus de puissance. Donc ça, c'est Emmanuel Macron et d'autres, bien sûr, le promeuvent. Mais je pense qu'on a un déficit d'incarnation sur l'Europe qu'il faut renforcer pour pouvoir traiter ce défi de rééquilibrage et tenir tête à la Chine et aux États-Unis sur la partie numérique. Une manière de le faire, je trouve, serait que
on incarne l'Europe avec une forme de discours de l'Union qui soit pas, qui soit vraiment retranscrit sur un journal de 20 heures où les gens voient Ursula von der Leyen s'exprimer à la télé comme le fait le président de la République. Enfin, c'est vers ce genre d'incarnation qu'il faut aller si on veut que les gens adhèrent à l'Europe et donc soient prêts à la défendre quand nos adversaires géopolitiques oseront autour contre elle. Je passe très vite, mais encore une fois, le temps est compté, donc sur chacun des défis, je vais relativement vite. Troisième grand défi, qui est assez moins visible que les deux autres aujourd'hui dans le débat public, c'est la gestion des inégalités. Depuis les années 80-90 pour la France, les inégalités, notamment de patrimoine, remontent légèrement. Elles ont atteint un point aux États-Unis qui devient, de mon point de vue, très préoccupant, mais ils ont une tolérance plus forte que nous aux inégalités. Donc pour l'instant, les systèmes tiennent. Néanmoins, la tendance, si on poursuit les courbes pendant encore quelques décennies, nous vraiment pose question sur la concentration des richesses que ça peut induire. On connaît tous le concept de gagnant et de perdant de la mondialisation, mais aujourd'hui, ça se traduit vraiment de plus en plus dans la concentration du patrimoine. Et donc, pour éviter à un moment donné une forme de révolution des pauvres contre les riches, il faut prendre les devants, de mon point de vue. Il faut oser en parler et il faut oser sans doute être plus incisif sur la manière de redistribuer. On sait tous que augmenter l'impôt sur le revenu, augmenter l'impôt sur les successions, c'est pas forcément la bonne méthode parce qu'il y a de l'évasion fiscale, parce que c'est pas du tout accepté par les gens. Donc j'ai cherché dans mon livre à quelles pouvaient être les mesures pour rééquilibrer dans la douceur la plus possible, en tout cas maîtriser la croissance des inégalités. Et j'en suis arrivé, comme beaucoup d'économistes, au fait que le moment des successions est finalement le meilleur moment pour toucher pour faire ce rééquilibrage et cette maîtrise des inégalités. Et la manière que je propose de le faire, c'est pas d'augmenter le taux d'impôt sur le taux d'impôt sur les successions, parce que ça c'est clairement rejeté par les Français aujourd'hui. C'est d'aller vers un système où volontairement ou de manière obligatoire, les plus riches d'entre nous, quand ils décèdent, placent une partie de leur argent dans des fondations d'intérêt public. Et ces fondations d'intérêt public, qui peuvent être dirigées par les enfants de la personne décédée, vont réaliser des actions d'intérêt général et redistribuer finalement une partie de la richesse accumulée par la personne qui est décédée au profit du collectif. L'avantage de cette solution-là, c'est c'est pas de l'argent public, puisque c'est pas l'État qui va gérer la fondation, c'est les ayants droit de la personne décédée, mais c'est pas non plus les ayants droit qui peuvent faire n'importe quoi avec l'argent. L'argent doit être utilisé dans un but d'intérêt général. Aux États-Unis, ce concept de fondation est assez développé. Ils parlent souvent de payback, par exemple. Je pense dans la société européenne, c'est une forme de tabou auquel il va falloir s'attaquer si on veut éviter les solutions simplistes et irréalistes que proposent certains partis d'extrême gauche, d'aller piquer l'argent des riches comme ça du jour au lendemain. Alors, je passe sur le défi 4 maintenant, qui est très nouveau. Pour le coup, je suis vraiment persuadé que c'est un défi émergent qui va prendre de l'ampleur et qui n'existait pas au XXe siècle. C'est la surinformation et la désinformation que produit la surinformation. Ça peut paraître contradictoire, mais aujourd'hui, on est passé en 40 ans d'une société où on avait 4-5 chaînes à la télé, quelques grands quotidiens, et puis c'était à peu près tout en termes d'information générique, à une société où aujourd'hui on a des milliers de chaînes visibles, on a Internet qui avec toute sa profusion d'informations, on a les réseaux sociaux. On est dans la surinformation, mais paradoxalement, et ça on le voit avec le complotisme, avec la montée de ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, cette surinformation ne crée pas une information de qualité et des citoyens éclairés. Elle a plutôt tendance à en faire des citoyens à favoriser le retour de l'obscurantisme. Et aujourd'hui, le constat que je fais, et je pense que de plus en plus de gens le font, c'est que notre arsenal institutionnel national n'est pas du tout adapté pour traiter ce défi.
On commence à évoquer le fait que pendant les élections, il faudrait, d'une certaine façon, que dans les réseaux sociaux et dans certains médias, il y ait une forme de régulation de ce qui est dit pour ne pas propager des fake news. Mais on est encore, je pense, à des années-lumière d'avoir trouvé la solution et d'avoir pris la mesure du problème. Quand on voit qu'un tiers des jeunes aujourd'hui s'informent prioritairement par les réseaux sociaux et notamment par Facebook, honnêtement, ça interroge sur la qualité de l'information qu'ils lisent, avec les algorithmes d'enfermement algorithmique. Voilà, moi, quand j'ai vu ces chiffres-là et que j'ai creusé un peu le sujet, l'ampleur de la tâche pour arriver à ce que l'information que nous ayons soit de qualité, va nécessiter des changements institutionnels forts, qui peuvent aller pour moi jusqu'à mettre fin à l'anonymat d'Internet, par exemple, qui peut aller jusqu'à avoir une instance qui va faire du fact-checking, renforcer tout le modèle économique des acteurs qui aujourd'hui font du fact-checking et qui essayent de diffuser des informations certifiées. Peut-être aller jusqu'à renforcer, aujourd'hui, renforcer les règles de censure sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui font leur propre censure. Mais comme c'est en train de devenir un des médias d'information les plus importants pour les jeunes, de mon point de vue, ça pose un problème. C'est à un moment donné à la puissance publique de s'immiscer et de définir quelles sont les règles de censure. On ne peut pas laisser un acteur privé maître finalement de dire ce qui est bien et de ce qui est, en termes de liberté d'information. Je pense que si on laisse le système dériver encore plus, ça pose question sur la liberté d'information. Cinquième défi, et puis ensuite je m'arrête là, je l'ai déjà partiellement évoqué. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où le sens de la société n'est plus perçu. J'ai été très frappé quand j'ai discuté avec des collègues, notamment dans le secteur privé, quand je leur dis finalement, c'est quoi les grands objectifs de la France dans 30 ans? Les gens, ils savent pas répondre à la question. C'est quoi la grande vision qu'on se donne pour l'Union européenne dans 30 ans? Les gens, ils savent pas vraiment répondre. Alors que la Chine, pour elle, c'est très clair. Hein. La Chine, c'est je veux être la première puissance commerciale, militaire et économique du monde. Donald Trump, avec America First, il était très clair sur ce qu'il voulait et ça répondait à une demande d'une partie des Américains. Mais nous, en Europe, on n'a pas cette vision-là. Et donc, il faut définir ce projet de société. Alors, j'ai parlé des différents patrimoines naturels, de dire que la vision de l'Europe et de la France doit être d'améliorer ces différents patrimoines naturels, économiques, humains, culturels. Mais pour y parvenir, il va falloir vraiment se fixer des indicateurs, des objectifs pour savoir, pour incarner cette vision positive de l'avenir. Je prends un exemple. Dans la santé, on est dans le capital humain, dans le patrimoine humain de la nation. Aujourd'hui, nous n'avons pas, je crois, en France, d'objectif sur qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif de santé dans 30 ans. Est-ce que c'est plus 2 années d'espérance de vie en bonne santé? Est-ce que c'est moins, plus? Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé est le bon critère? Aujourd'hui, on ne sait pas. On parle de la fermeture des lits d'hôpitaux, de la réouverture. On parle du pilier de la dépendance, mais on n'a pas d'objectif à long terme tangible qu'on se fixerait et qui serait un peu le fil directeur en matière de politique de santé. C'est un peu la même chose dans l'éducation. Et sur toute une série des patrimoines de la France, je pense qu'il faut qu'on fasse cet exercice de se fixer des objectifs pour qu'après, la lecture de différentes politiques publiques soit beaucoup plus facile. Et pour finir sur la santé, qui pour moi est l'exemple type, aujourd'hui, si on se fixe l'espérance de vie en bonne santé comme indicateur phare et qu'on dit on veut augmenter l'espérance de vie en bonne santé de 2 ans en 2050 par rapport à aujourd'hui, on se rend compte assez vite que le principal défi pour y arriver, c'est la lutte contre le surpoids et l'obésité, qui est un angle en termes de santé publique qui est très mal traité aujourd'hui, mais qui est le principal facteur aujourd'hui qui limite, voire même qui fait régresser l'espérance de vie en bonne santé aux États-Unis, par exemple. Mais tant qu'on ne s'est pas fixé un objectif de long terme, on ne sait pas où il faut agir en priorité.
Voilà, je m'arrête là parce que je vois que j'ai légèrement dépassé. Je pourrais continuer pendant des heures. Je n'aborde pas la partie de l'organisation de l'État pour traiter ces 5 défis que je viens de citer très brièvement. Encore une fois, le message pour conclure, c'est, je pense que ces 5 défis sont immenses, mais vraiment, je pense qu'on arrive aujourd'hui dans une ère où les conflits avec la finitude de la Terre et puis les conflits de répartition de richesses vont être très durs. Plus on sera préparé et plus on aura fait notre exercice de définir où on veut aller, quelles valeurs on veut utiliser pour y aller, et quels sont les 5, 6, peut-être 10 maximum grands défis qu'il faut traiter pour atteindre cet objectif, mieux on sera armé, je pense, en tant que société française pour atteindre nos résultats et éviter la vision décliniste que certains promeuvent en ce moment. Et dernier message de conclusion de mon livre, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre à l'instant T, je suis convaincu que les changements sociétaux vont encore s'accélérer dans les décennies qui viennent, que les défis que j'ai décrits vont s'amplifier et peut-être même être complétés par d'autres défis, parce que finalement, on est dans une société où tout va de plus en plus vite. La population augmente encore, le nombre d'ingénieurs augmente encore, donc on a de plus en plus d'innovation, donc on a de plus en plus de changements, on se confronte de plus en plus aux limites planétaires. Voilà, tout ça crée une accélération perpétuelle qui fait que si j'écris un autre livre dans 30 ans, j'espère que j'écrirai un livre encore plus positif qu'aujourd'hui, mais personnellement, je pense que les défis sont immenses et que si on ne les traite pas bien, on ira dans une direction qui, moi, me fait peur. Ok, bah merci beaucoup Julien, c'était passionnant déjà. Et alors moi, je vais te poser 2 premières questions. Alors, première question, alors c'est assez, disons, comment je pourrais dire, ambitieux, les défis, en gros, oui, plutôt, il faut de l'ambition pour relever tous ces défis. Alors, est-ce que tu vois les prémices d'une volonté politique et des mesures pour adresser, comment on dit en mauvais anglais, ces défis et est-ce que tu le pressens dans la campagne présidentielle actuelle chez certains candidats? Et deuxième question, tu n'as pas parlé d'autres défis qui, à Aix-sur-Saône, notamment Hubert est là et probablement les a en tête, c'est les défis économiques de un peu notre déclin français au niveau, par exemple, de notre déficit public, de notre déficit extérieur, notre richesse par habitant qui décroît, et en particulier par rapport à certains de nos partenaires économiques. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un 6e défi qui serait un espèce de défi économique de redressement? Alors, bien sûr, il est sous-jacent dans tout ce que tu dis, mais bien sûr, quand tu parles d'avoir des objectifs, un objectif clair en se comparant à la Chine qui, elle, veut être la première puissance économique, mais est-ce que ce n'est pas aussi sous-jacent notre déclassement économique et la nécessité de prioriser un rebond, comme on dit chez nous, un sursaut en matière économique? Voilà, je te laisse sur ces 2 premières questions. Je vais répondre à la deuxième question. La vision décliniste qui touche une partie de la France n'est pas propre à la France. La montée des extrêmes, elle a lieu dans tous les pays européens, y compris l'Allemagne. C'est ça la comparaison implicite. Elle a eu lieu en Autriche aussi, qui est pourtant un pays où qu'on n'aurait pas imaginé comme pouvant être, d'un point de vue économique, va plutôt bien. Donc, encore une fois, le socle sous-jacent pour moi aujourd'hui, c'est que les règles du commerce international mettent en concurrence finalement le travailleur français et le citoyen français en tant que apte à émettre des normes environnementales et sociales. On a accepté de les mettre en concurrence avec des pays dont la législation sociale et environnementale, c'est germinal, faut être clair. Et il se trouve qu'on avait un tissu industriel sans doute plus faible et orienté sur le plus bas de gamme et moyen de gamme qu'un pays comme l'Allemagne, donc on en a souffert beaucoup plus vite. Néanmoins, si je prends l'exemple du photovoltaïque que je connais bien, qui est quand même une industrie de haute technologie, tout le développement de l'industrie photovoltaïque en Allemagne dans les années 2000
a été entièrement délocalisé en moins de 10 ans en Chine. Donc ça prouve bien que l'enjeu de désindustrialisation, réindustrialisation, c'est pas que lié à une faiblesse intrinsèque de la France qu'il faudrait corriger. Sinon, le photovoltaïque allemand ne se serait pas délocalisé. Pour moi, l'enjeu, il est plus global que ça. Il y a un système aujourd'hui de commerce international que nous avons accepté. Nous l'avons mis en place via les accords de libre-échange qui ont été essentiellement signés depuis les années 80 jusqu'au début des années 2010, qui en fait crée la désindustrialisation au profit du consommateur à court terme, mais on est consommateur que quand on touche un salaire ou quand on touche de l'argent de l'État, de RSA ou autre. Ça, les gens l'avaient peut-être oublié. Et puis, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est qu'en ayant fait ça, on crée une dépendance industrielle qui a des impacts majeurs qui ne touchent pas que la France. Aujourd'hui, les premiers touchés par la pénurie de semi-conducteurs dans l'automobile ou par les restrictions que la Chine pourrait faire du jour au lendemain sur un certain nombre de métaux, c'est l'Allemagne, c'est pas nous. Parce qu'elle a encore des fabricants automobiles qui sont un peu plus forts économiquement que ceux français. Donc moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée de dire qu'il y aurait une faiblesse intrinsèque française. Pour répondre à votre question, il y a une lacune française. Je pense qu'on a voulu, plus que l'Allemagne, une société de consommateurs. On a plus théorisé dans les années 90 l'idée d'un pays sans usine. Et je pense que c'était une erreur. Je pense qu'on a aussi plus de force, pour être tout à fait transparent avec vous. Je pense qu'on a une diversité en France, on a une capacité d'agilité. Aujourd'hui, on le voit, on est la première nation qui attire les investissements étrangers. On a un écosystème qui peut être plus favorable si on sait bien l'entraîner. Et pour répondre à votre première question et faire le lien, est-ce que dans la campagne électorale aujourd'hui, je vois les signes de sursaut? Oui. Pour moi, je suis très prudent dans mes propos. La seule vertu qu'a une personne comme Éric Zemmour, avec une vision très décliniste, c'est qu'il force à se poser la vraie question, qui est veut-on vivre dans une vision décliniste? On va vers le pire, où la France perd son influence, le chômage, faut mettre tous les immigrés dehors, etc., qui fait rêver personne, versus veut-on aller vers une société, vers un monde meilleur, donc vers le mieux vivre. Je trouve que la campagne a cette vertu-là pour l'instant, et je suis convaincu que le bloc centriste, je pense qu'une grosse partie de la gauche aussi, veut construire cette vision positive d'aller vers le mieux vivre. Ils ne seront peut-être pas d'accord sur ce qu'est le mieux vivre et comment y aller, mais je suis convaincu qu'il y a enfin cette ambition de redéfinir une vision positive à 30 ans de ce qu'est la France. Et France 2030, pour donner un exemple actuel du gouvernement actuel, le plan de relance France 2030 qui a été annoncé, pour moi, c'est une brique vers ce monde positif. C'est une brique, c'est pas l'ensemble, mais c'est une brique. Donc oui, je vois aujourd'hui une dynamique dans la campagne de gens qui se posent les bonnes questions. Quand Emmanuel Macron ose affronter aujourd'hui, poser la question de dire il faut redéfinir la stratégie d'immigration européenne, à l'échelle européenne, il faut tenir tête à la Chine sur un certain nombre de choses, il faut refuser de signer les accords de libre-échange avec le Mercosur. C'était des choses qui, il y a 10 ans, n'avaient pas lieu. Quand l'Union européenne dit et va instaurer une taxe carbone aux frontières, c'est quelque chose alors moi j'ai connu en cabinet ministériel en 2012, ça faisait déjà 10 ans que c'était en discussion quand j'étais en cabinet ministériel en 2012. Il y avait eu zéro progrès. Et là, en 2021, on va le faire. Donc il y a des progrès, oui. Je suis convaincu. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on saura résister à toutes les pressions, trouver les bonnes mesures et embarquer tous les citoyens? On ne peut jamais être certain de ça, mais l'élan est bon, je dirais. Okay. Merci Julien pour ces réponses claires. Alors, je continue. 2 autres questions. Dans les sujets, défis que tu évoques, il y a le défi climatique, la désinformation, les règles commerciales. Alors, c'est clairement des sujets internationaux.
voilà, c'est la désinformation, vous pensez par exemple au GAFA, le climatique, forcément, la France, c'est c'est un pouillème des émissions mondiales, etc. Les règles commerciales, elles sont forcément internationales. Alors, comment on convainc nos partenaires d'avancer là-dessus, parce que voilà, c'est vraiment un sujet, ce sont des sujets qui sont globaux. Et deuxième question, c'est il y a un peu des défis qui sont, alors je vais essayer d'exprimer clairement, un conflit entre eux, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle de créer un peu de consensus, d'avoir un contrat social en France rétabli, et qu'en même temps, on veut répondre aux défis climatiques, donc pour répondre aux défis climatiques, il y a un consensus qui a l'air de se former, des partis politiques en tout cas, des acteurs pour le nucléaire. Mais on voit clairement que c'est un sujet qui reste un peu polémique. Donc, comment on trouve les réponses? Peut-être tu es convaincu aussi que le nucléaire est, comme beaucoup, avec sursaut, je pense, est une des solutions pour répondre aux défis climatiques et à un prix de l'énergie qui monte et à la réindustrialisation française. Mais voilà, c'est un sujet compliqué. Donc, comment on arrive à trouver des réponses qui marchent, mais tout en créant un peu de consensus, qui, je pense, est nécessaire pour que la France et garde sa cohésion. Alors, sur le premier point, sur les règles internationales, c'est vrai. Hein, pour moi, le plus dur, c'est ce défi numéro 2 là, de rééquilibrage du triptyque consommateur, citoyen et travailleur, parce qu'il dépend de réglementations internationales et d'accords internationaux. Et donc, il faut convaincre tous les partenaires européens. C'est des accords à l'échelle européenne entre l'Europe et d'autres puissances. Encore une fois, il y a eu des progrès. Hein. Quand Emmanuel Macron a dit la France ne ratifiera pas le traité Mercosur parce que ça favoriserait la déforestation importée et ça affaiblirait encore un peu plus la profession agricole française. Je pense qu'il a raison. Et deux, du coup, l'Union européenne s'est arrêtée de négocier aujourd'hui sur ce sujet-là. Quand l'Europe met en place la taxe carbone aux frontières, alors il y aura sûrement des rétorsions de la Chine et des États-Unis, peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont décidés à y aller. Donc, oui, c'est dur. Et oui, il y a un certain nombre de pays européens, les Pays-Bas notamment, dont une grande partie du PIB dépend du commerce international. Donc, voilà, c'est dur de les convaincre, parce que les Pays-Bas seront sans doute les perdants d'un amaigrissement du commerce international ou d'une disciplination de ce commerce. Mais voilà, il faut en passer par là. Et encore une fois, la ligne de fracture qu'il y avait un peu entre la France, les pays du Sud et les pays du Nord sur ce sujet-là, c'est beaucoup estompé, de mon point de vue. L'affrontement aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, il est essentiellement commercial. Il porte sur ces questions-là. En sous-jacent, et les deux présidents américains, Joe Biden et Donald Trump, quelque part, ils expriment un désaccord. En tout cas, ils pensent que c'est un problème que les États-Unis dépendent autant de produits chinois, donc ils ont le même problème que nous en termes de dépendance. Et ça, c'est nouveau. Les États-Unis, il y a 30 ans, c'était quand même très ouvert sur le commerce. Et c'était les premiers promoteurs de traités de libre-échange. Aujourd'hui, ils ont un peu révisé leur copie. Donc, voilà. C'est long, mais ça progresse. Il y aura des tensions et il faudra résister aux conséquences négatives à court terme. C'est peut-être ça le plus dur dans un pays démocratique. C'est qu'on est perdant à court terme quand il y aura des tensions pour être gagnant à long terme. Et ça, il faut arriver à l'expliquer. Et dans une société qui est quand même très axée sur le court terme et l'individualisme, c'est pas évident. Pour revenir pour la deuxième question, donc comment favoriser le consensus? Alors, j'ai un certain nombre de propositions institutionnelles dans le livre, mais qui vont toutes dans le même sens. Il faut que les gens il faut informer les gens, il faut dialoguer des sujets sur des bases objectives, donc ça veut dire promouvoir finalement le fait scientifique, ce qui a été très bien fait pendant la crise Covid. Le conseil scientifique sur lequel s'est appuyé le gouvernement, alors il a été critiqué au début sur le sujet des masques, mais en dehors de ce sujet-là au départ, ce conseil scientifique, il a créé une forme de données objectives sur laquelle finalement nous avons tous pu avoir un prisme de lecture relativement homogène en termes de données de départ. En tout cas, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Si on duplique ça sur le sujet du nucléaire,
Aujourd'hui, le nucléaire est conflictuel parce que certains lobbies le rendent conflictuel. Si on regarde les derniers scénarios de RTE qui sont sortis il y a 3 jours, RTE, pour moi, il tue le match. Il dit très clairement, il faut arrêter d'opposer le nucléaire contre les renouvelables. Il va falloir faire les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Si on écoute cette vision qui est relativement scientifique et objective, qu'on la promeut, qu'on a des organismes de fact-checking qui promeuvent ces visions-là, on arrivera à créer plus de consensus. Alors, c'est sûr que si on écoute Jean-Luc Mélenchon qui dit on peut arrêter tous les réacteurs nucléaires en 5 ans, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il ferait des 250 000 personnes qui travaillent sur les réacteurs nucléaires, mais c'est sûr que tant qu'on a ce genre de voix qui sont reprises dans les médias sans critique, alors qu'elles sont complètement irréalistes d'un point de vue économique, social et même industriel, on ne peut pas créer du consensus. Donc pour moi, la seule manière de créer du consensus, c'est ce que je propose dans mon livre, c'est de renforcer finalement, les données objectives. Et ce que je propose pour ça, c'est de fusionner la Cour des comptes, qui a une certaine légitimité, une crédibilité sur ses analyses économiques, mais qui n'est pas grand public, de le fusionner avec le CESE, qui lui produit des avis qui sont grand public et contient en son sein l'ensemble des parties prenantes, y compris donc des représentants ONG, etc., de fusionner les deux pour en faire un organisme qui serait chargé d'analyser de manière objective des sujets et aussi de faire l'évaluation de politique publique de manière objective. Je pense qu'il faut aller jusqu'à des transformations institutionnelles de ce type-là pour crédibiliser des organes objectifs en matière de diffusion de données. Et en parallèle, bien sûr, il va falloir réguler les réseaux sociaux, etc., qui, eux, pour moi, véhiculent quand même essentiellement que les mauvaises informations. Okay, merci Julien. Alors, on arrive au bout du temps de notre webinaire. Alors peut-être, je te laisserai conclure. Peut-être, si tu veux, une piste pour conclure, c'est quelles sont, si tu avais une ou deux mesures que tu espères, si tu viens d'en citer, mais est-ce que une ou deux autres mesures que tu espères voir discuter et peut-être acceptée à l'issue de cette présidentielle et prise en main par le nouveau président de la République ou l'actuel qui serait réélu, quelle serait-elle? Donc, quelle serait cette mesure ou ces mesures qui paraissent les plus importantes? Voilà, je te laisse conclure là-dessus ou sur d'autres points, ainsi de suite. Voilà. Tout ce qui est commercial, j'en ai déjà parlé. Je pense que les deux mesures de long terme, je pense que il va falloir qu'on traite au niveau européen le sujet de l'immigration et de l'intégration. Aujourd'hui, ça se fait la campagne présidentielle n'est pas du tout le bon moment pour faire ça. Donc aujourd'hui, ça part un peu dans tous les sens et dans des choses qui sont très fausses. Je pense que moi, quel que soit le président élu, je pense qu'il devrait organiser une conférence citoyenne sur le sujet de l'immigration et de l'intégration des immigrés en France pour reposer le débat sur des données objectives. Parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on parle d'immigration, mais je pense qu'aucun Français ne sait vraiment quelles sont les règles d'obtention des visas, combien il y a d'immigrés qui arrivent chaque année, combien qui repartent. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le flou total. Donc, à nouveau, objectiver les choses sur un sujet qui est très difficile. Et il faut le faire en prenant le temps, comme la Convention citoyenne sur le climat a traité d'un sujet très difficile dans un moment encore qui était aussi difficile, et finalement a plutôt bien marché comme exercice. Et la deuxième chose que je ferais le même convention citoyenne sur la concentration des richesses et comment maîtriser les inégalités. Parce qu'à nouveau, aujourd'hui, on se focalise sur, je pense, des épiphénomènes, en tout cas des choses qui ne sont pas à l'échelle du problème. Et il y a un gros tabou en France qui est l'héritage, qui est pourtant essentiel si on veut traiter dans la durée le sujet des inégalités. Et donc, en reposant de manière très posée, très calme, sous la forme d'une convention citoyenne, le sujet de la maîtrise des inégalités et du rôle de l'héritage dedans, je pense qu'on peut arriver à objectiver les choses et à sortir de l'impasse actuelle où 90% des Français refusent qu'on augmente l'impôt sur les successions, alors que parmi ces 90% qui refusent, il y en a la quasi-totalité qui ne le payeront jamais.
et qui seraient bénéficiaires d'une mesure si on augmentait le taux d'impôt sur les successions. Mais on est dans l'irrationalité. Plus on mettra de rationalité dans ces débats-là, mieux on s'en sortira. Et pour conclure, on est dans une société où les médias et les informations qui circulent sont de l'ordre de l'immédiateté. Donc, si la puissance publique ne repose pas des cadres de discussion très organisés, très larges et qui prennent le temps de débattre, je pense qu'on ne s'en sortira pas sur ces sujets. Merci beaucoup, Julien. Merci pour ta parole ce soir et l'exposé de tes idées et de ton livre que je lirai avec beaucoup d'intérêt. Voilà, je te remercie beaucoup et je remercie mes camarades aussi qui étaient là et je vous dis à très bientôt et très bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.